On a ce soir Marie-Yvonne Thébault qui remplace Jean Bogerman. Je l'ai salué tout à l'heure, elle est là, voilà. On a Raymond Levent qui remplace Sandra Tixier-Maudry, comme habituellement. Et puis, nous avons un certain nombre de conseillers qui ont donné des pouvoirs. On a donc Daniel Roy qui a donné pouvoir à Marie-France Laurier. On a Béatrice Boulogne qui a donné pouvoir à Annie Millard. On a Stéphanie Ouvry qui a donné... Ben non, elle est là, Stéphanie. Elle est là. J'ai lu, mais je t'avais vu passer. On a Yanis Bonnet qui a donné pouvoir à Patrick Poncenaille. Monsieur Renaud à Monsieur Blandin juste devant moi. Monsieur Marazzi à Gilbert Liénard. Et Catherine Colonel à Martine Leroy. Je pense avoir oublié personne. Monsieur Marazzi, il est nommé 2 fois, il est là, je le braille. Je vais proposer ce soir... si elle est d'accord à Madame Millard d'être secrétaire de séance. Pardon ? J'ai oublié quelque chose ? Ah oui, tu me l'as dit, excuse-moi, Hicham. Mais comme je n'ai pas le document, voilà. Donc Martine Borel a donné le pouvoir arrive par voie dématérialisée, il doit être sur ma boîte mail, qui a donné pouvoir à Hicham Bougila. Et puis donc la secrétaire de séance sera donc Madame Millard. Et puis je vais vous proposer, avant d'attaquer l'ordre du jour, d'ajouter un point à l'ordre du jour, si vous en êtes d'accord uniquement, d'ajouter une motion s'opposant à la suppression du service voyageurs et les postes associés d'agents au quai, ainsi qu'à la fermeture du guichet de la gare de Cône-sur-Loire, à l'instar de ce qu'ont fait nos collègues de notre ville-centre Cône hier soir. Ensuite, je vais vous demander si vous approuvez le PV de la séance du 29 septembre 2025, si vous l'avez bien eu, si vous souhaitez l'amender, si vous avez des remarques. Et a priori, non, je vous remercie. Et sans plus attendre, je vous passe le micro à Patrick pour les finances. Merci. Bonjour à tous et à toutes, si je n'ai pas vu tout le monde. Donc il y a 3 délibs ce soir, 2 habituels. La première, c'est les admissions en non-valeur pour 2025. Donc je vous rappelle, comme chaque année, le responsable du service gestion comptable en charge du recouvrement nous envoie des titres de recettes à faire pour la liste des admissions non-valeur. Donc je vous rappelle rapidement ce que c'est qu'une admission non-valeur. C'est une mesure d'appurement comptable qui consiste à abandonner les créances qui se relèvent irrécouvrables malgré les poursuites et toutes les actions qu'on peut être engagées. Donc pour 2025, la trésorerie nous demande d'inscrire et d'admettre ce soir en admission non de valeur sur le budget général une somme de 3 969,12 €. Et vous pouvez voir en dessous, ça concerne des services, le multi-accueil, la déchetterie, la médiathèque, le portage de repas, la restauration scolaire et du divers. Donc vous avez multi-accueil, il y a 2 titres, il y a deux redevables, je veux dire, pour 20 titres, et puis ainsi de suite. Donc multi-accueil, 1 923 €, déchetterie, 38 €, médiathèque, 563 €, les portages de repas, 216 €, la restauration scolaire, 1 220 €, et le divers, c'est 7,32 €. Et ça couvre les années de 2010, 2015 même jusqu'à 2024. Donc c'est des vieux titres, pour la plupart. Et qui, malgré toutes les relances ou les actions de poursuite engagées par la trésorerie, à aujourd'hui, ils sont toujours déclarés non payés. Voilà. Donc la délib, c'est d'admettre ces créances en admission non de valeur sur un mandat sur le compte 6541 à hauteur de 3 969,12 €. Des questions? S'il n'y en a pas, donc qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Deuxième délib
pareil, c'est le versement d'acompte au niveau des subventions pour nos associations. Donc le budget primitif ne sera voté que fin février 2026. Donc en attendant, on sait que ces subventions, enfin, ces associations, ces organismes à qui on donne une subvention vont avoir des versements et des besoins. Donc comme chaque année, on vous propose de verser un acompte de 30% de la subvention de 2025. Alors, ça ne donne pas la valeur pour 2026, parce que ça, on le votera, mais c'est au moins accepter ce soir qu'on puisse leur verser, en attendant le vote du budget, au moins 30% de ce qu'ils ont eu en 2025, de façon à pouvoir leur permettre de démarrer l'année 2026 sans être dans des soucis bancaires. Voilà. Donc vous avez les associations, vous les connaissez. Noin, atelier du théâtre, donc c'est 30% de 10 000. La Frama, 30% des 35 000. Et puis après, vous avez tous les centres sociaux de Cône, de Donzy et de Pouilly, donc c'est 30% des sommes qu'on avait versées cette année. L'ADEB, et puis enfin l'Office de tourisme. Et ces sommes seront inscrites, bien sûr, au BP 2026 au niveau de acompte. Voilà. Donc ce qu'on vous propose, c'est de procéder au versement de ces acomptes tels qu'il est indiqué dans le tableau et d'autoriser le président ou son représentant à signer ces acomptes. Y a-t-il des questions? Bon, c'est une délib habituelle de chaque année. Hein. Ça permet à l'association de pouvoir démarrer, surtout, important, pour toutes leurs dépenses du premier trimestre, on va dire. Pas de questions? Donc, qui s'abstient? Ah, pardon. Oui, d'accord, ok. Oui, oui. Donc s'il y en a, oui, effectivement, merci Hicham, qui sont liés à ces associations je pense à Pascal avec l'EPIC ou Nathalie, et autres, Yves pour l'ADEB, bien sûr, hein, de ne pas prendre part au vote parce qu'on ne va pas le faire une par une. Hein, je pense qu'on peut faire au global. Je pense qu'il n'y a pas de débat par rapport aux sommes. C'est une délib habituelle, quoi. Pardon? Oui, il y a le quorum, c'est bon, je pense. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Donc, voilà. Merci pour eux. Non, il y a Pascal, il y aura Yves et Nathalie. Yves et Nathalie, oui, pour l'EPIC. Comment ça s'appelle? Non, Pascal et Nathalie pour l'EPIC. Yves pour l'ADEB et Raymond pour le centre social de Donzy. Merci. Après, vous avez reçu donc la troisième délib me concernant au niveau des finances, c'est la DM numéro 2. Donc je pense que c'est quand même à signaler, ce n'est que la deuxième et la dernière. On n'en aura fait que 2 cette année. Donc ça veut dire que c'est quand même un budget assez sincère qui a été monté en début d'année, parce qu'on n'a pas eu besoin de faire des DM à chaque conseil communautaire ou en faire plusieurs sur l'année. Donc ça sera la deuxième que je vous présente ce soir et il n'y en aura pas d'autres au prochain conseil. Donc on n'en fera que 2 DM sur 2025. Donc le premier, donc ça consiste à régulariser les inscriptions budgétaires, aussi bien en fonctionnement qu'en invest. Ça va concerner le budget général, la mobilité, les OM, les milieux aquatiques, et puis c'est tout, avec la GEMAPI. Donc au niveau du budget général, vous avez pu voir qu'en recette, on va inscrire des remboursements sur salaire pour moins 25 000 euros, constater des travaux en régie pour la gendarmerie de Pouilly à hauteur de 5 000 euros. En dépenses, nous avons des inscriptions budgétaires pour l'entretien des bâtiments suite aux intempéries de la dernière tempête. Alors je crois que c'est sur Donzy pour 3 975 euros. Ajuster les crédits pour l'étude de transfert de compétences eau et assainissement pour 11 300 euros. Constater une subvention pour les portes ouvertes des ateliers d'artistes en Nièvre, donc de 300 euros. Prévoir une subvention d'équilibrage pour le portage des repas, donc c'est suite à la prise de compétences au niveau du centre social de Donzy. On avait dit qu'on viendrait équilibrer une fois que le transfert serait fait. Donc on a un déséquilibrage à prévoir à hauteur de 1 500 euros.
Et en dépenses, en recettes, on a des crédits de dépenses pour la convention de partenariat avec l'agence locale et Climat de la Nièvre, l'ALEC 58, pour 21 550 euros. Et en face, on a une inscription de crédit en recettes au niveau de l'ANA pour 25 176 euros. Bon, et après, il y a aussi, comment ça s'appelle, compléter les inscriptions au niveau de la taxe de séjour et le reversement qu'on en fera à l'office de tourisme. Donc plus 9 000 et moins 9 000 parce qu'on redonne à l'office de tourisme. Inscription budgétaire investissement. Donc là, en recette, on a le remboursement de Nièvre numérique pour des travaux de déploiement de la fibre pour 11 000 euros. Et on constate aussi la vente de 2 terrains pour 42 000 euros. Et en dépenses, on inscrit une inscription budgétaire pour l'étude de Scott pour 15 000 euros. Des travaux en régie à la gendarmerie de Pouilly, que je vous ai parlé tout à l'heure, pour 5 000 euros. Des transferts budgétaires entre imputations comptables à hauteur... Ah non, excusez-moi. J'ai anticipé, c'est imputation pour compléter les inscriptions au niveau des aides immobilières. On remet 20 000 euros sur la somme qu'on avait déjà mis pour pouvoir répondre, à la commission, répondre aux derniers dossiers qu'ils ont à traiter. Et puis en dépenses fonctionnement, section de fonctionnement et investissement, on diminue de 33 449 euros pour équilibrer tous ces virements et inscriptions budgétaires. Vous avez reçu le tableau des APCP et tous les tableaux qui sont joints. En mobilité, c'est la subvention fonds vert qui est octroyée dans le cas où les Mudibis seraient équipés d'une rampe électrique pour toutes les personnes à mobilité réduite. Donc la subvention notifiée est de 69 000, un peu plus de 69 000 euros, soit 25% de la dépense. Donc il convient d'augmenter les crédits pour faire cette installation et de constater le versement de l'acompte de la subvention en 2025. Au niveau des OM, c'est au niveau de l'investissement. On transfère des crédits entre imputations comptables pour l'acquisition de bacs roulants. Donc c'est juste une écriture comptable. Au niveau de GEMAPI, on complète les inscriptions de dotations amortissements pour 11 300 euros pour cette année. Et puis en fonctionnement, c'est une cotisation qui doit être ajustée à 1 320 euros. Et puis en investissement, il convient d'augmenter les crédits pour l'intégration de frais d'insertion en recettes et dépenses pour 325 euros et des transferts de crédits entre imputations comptables pour une étude de restauration d'un étang en zone humide pour 30 000 euros. Voilà, et puis donc ce qui vous est demandé, c'est d'adopter cette DM dont les tableaux, vous les avez tous eus, qui est joint à la délib ce soir. Voilà. J'ai fini sur cette dernière délib. On passe au vote, c'est bon? Non, vas-y, Hicham. Oui, juste une question. C'est la dernière DM donc, de l'année. Je dis que bon, c'est puis indiqué que ça veut dire qu'il n'y aura plus d'autres DM et que ça prouve la sincérité du budget. Juste pour confirmation, ça veut dire que l'ensemble des dépenses d'investissement inscrites, on est sûr qu'elles seront réalisées avant la fin de l'année. Parce qu'il n'y a pas le toilettage sur l'ADM. Il n'y aura pas de toilettage sur l'ADM. Donc l'ensemble des dépenses d'investissement. Je n'ai pas dit qu'ils seront faits, mais ils seront, elles seront engagées et donc elles seront à RAR pour ceux qu'on n'aura pas dépensés. Mais tout ce qu'on avait prévu, alors les deux grosses sommes, c'est la crèche et la TPF. Oui, il restait que ça, c'est la crèche et la TPF. Ils sont lancés. Donc toutes les sommes prévues seront notifiées. Il y a des engagements en face. Alors je ne dis pas que ça sera payé en 2025, parce que les travaux, ils ne seront pas tous finis en 2025. Donc on n'est pas loin d'un taux de réalisation de nos dépenses Je n'ai pas d'investissement. dit ça, je ne sais pas, je n'ai pas fait encore. Pour l'instant, on rencontre les services pour faire le point de leur demande 2026. On va finaliser le budget 2025. Et donc, oui, il n'y aura pas d'autres DM, ça c'est sûr, parce que le prochain conseil est au mois de décembre. Et puis après, derrière, on vous présentera au DOB le bilan 2025 avec les taux de réalisation.
Non, mais comme j'ai entendu, c'est la sincérité, donc ça veut dire que tout a Bah, été calé. Avant, Donc, on nous reprochait à juste titre de faire beaucoup de DM pour réajuster ce qui était fait, pas fait, etc. Là, je pense que cette année, on a réussi à faire qu'une DM à mi-année, une deuxième là parce qu'on a fait le point avec tous les services et il y a des demandes nouvelles qui sont arrivées et des compléments à faire. Je pense qu'on a pu y répondre et tant mieux. Je pense à qu'on s'appelle avec Yves et l'aide qu'on fait économique. Donc on peut remettre une somme pour venir finir les derniers dossiers, et tant mieux, et pour pouvoir permettre à la commission de répondre à ces dossiers. Donc voilà, à aujourd'hui, c'est tout ce que je peux dire. Je ne vais pas donner de taux de réalisation alors qu'on n'a pas clôturé ma liste. j'ai entendu que c'est comme l'ensemble, c'est juste pour savoir, ma question c'était juste, voilà, donc si tout est engagé, moi ça me va parfaitement. Ce que je peux dire sincèrement, c'est que l'atterrissage de la réalisation, il est assez difficile à dire. Pour ceux qui passent devant régulièrement, vous voyez que la crèche, ça pousse fort. Les factures, elles poussent aussi. Et puis la TPF, ça a commencé aussi. Donc l'atterrissage au 31-12, il est un peu difficile à estimer aujourd'hui, mais en tout cas, ça avance bien. Ouais. Et il faut se dire que si on n'avait pas mis de somme sur la crèche, toutes les factures qui vont arriver entre le 1er janvier et le vote du budget, on n'aurait pas pu les payer, parce qu'on a le droit qu'à X% de ce qu'avait engagé l'année d'avant. Donc si on n'avait pas mis anticiper, se dire que y a des factures, parce que effectivement Sylvain a raison, ça avance fort, donc il y a des factures qui vont tomber là sur décembre, d'autres sur janvier, d'autres sur février. Si on n'a pas quelque chose en face, la facture, on ne pourra pas l'honorer. Donc oui, il va y avoir une somme qui va rester sur la crèche, mais ça permettra de payer les factures qui vont arriver au premier trimestre. Et tant mieux, avant le vote du budget. Mon sujet, il n'est pas là. J'ai toujours dit que sur ces sujets-là, il fallait budgéter les sommes qu'il fallait pour l'ensemble de nos projets. Je n'ai pas de sujet là-dessus. Mais juste, comme c'est la dernière DM, on dit voilà, par rapport à la sincérité, ma question, c'est juste de savoir, est-ce que tout est engagé au moins cette année? Il y a des choses qui vont être terminées, on sait, ou pas? Moi, la réponse que j'ai eue, c'est oui, tout est engagé cette année, donc sur l'ensemble des projets qui ont été budgétés en 2025. Sur les gros projets, oui. Donc l'abattoir, l'aire d'accueil du gens du voyage, etc. aussi. Sur les gros projets, je t'ai parlé de crèche et de TPF qui étaient 98% de la somme d'investissement 2025. Voilà, sur les 5 ou 6 millions, je ne me rappelle plus qu'on avait dit. On en reparlera au CA. Le gros volume était sur la crèche et la TPF. Après, l'abattoir, on avait mis une toute petite somme. Hein. C'était pas une grosse somme. En 2025, je parle. En 2025. Idem pour les gens du voyage. Je crois qu'on l'avait même, retiré à la dernière DM, la somme des gens du voyage, pour l'affecter sur autre chose. Je crois de mémoire. Après, voilà. Je crois. Hein. Donc effectivement, là, on avait mis 40 ou 50 000 euros, je crois, sur les gens du voyage en début d'année. On n'avait pas mis une grosse somme, qui était juste l'achat du terrain, de mémoire. Et je crois qu'on a fait une DM, la première DM, on a retiré cette somme pour d'autres projets qui, eux, ont vu le jour. Donc voilà. Mais sur les deux gros qui représentaient plus de 90%, c'est sûr, de la somme d'investissement, qui est la crèche et la TPF, les sommes seront utiles et nécessaires telles qu'on l'a prévu. La preuve, c'est qu'on ne les enlève pas pour faire autre chose ou quoi que ce soit. Donc, excusez-moi. Qui s'abstient sur cette délib? Qui est contre? Je vous remercie. Merci Patrick. Maintenant, nous allons passer aux ressources humaines avec le tableau des effectifs et 2 créations de postes dont nous avons déjà parlé. Ce n'est pas une découverte aujourd'hui. 2 postes non permanents. Un sur un chargé de projet de mise en place de la TOMI. Pour avancer plus vite, on l'avait déjà évoqué, il nous faudra quelqu'un de qualifié pour travailler sur le sujet et gagner une année par rapport aux projections que nous avions proposées et de pouvoir mettre en place possiblement une TOMI en 2027. Voilà. Et puis un chargé de projet animateur agro-environnemental et changement de pratiques agricoles, on l'a déjà évoqué. Et plus de précisions vous seront apportées dans un instant par notre collègue Pascal sur le financement du poste. Est-ce que vous avez des questions?
Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Maintenant, demandez à Marie-France de prendre le micro pour l'action sociale, pour un avenant à la convention d'abattement de taxes foncières, premièrement, et ensuite la signature de la convention territoriale globale 2025-2029. À toi, Marie-France. Bien, merci. Bonsoir à tous. Alors, donc nous avons deux délibérations sur l'action sociale. La première porte sur un avenant concernant la convention d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 2030, dans le quartier prioritaire Saint-Laurent. Je vous rappelle qu'en décembre 2024, nous avons adopté la signature de la convention d'utilisation de cet abattement pour la période 2025-2030, dans le cadre du contrat ville. Cette convention prévoit un abattement de 30% sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements locatifs sociaux situés en quartier prioritaire de la politique de la ville et ayant bénéficié d'une exonération de TFPB et dont le propriétaire est signataire au 1er janvier de l'année d'imposition. Donc je vous fais part de tout le reste. Cette convention définit les modalités d'élaboration d'application de suivi et de bilan de l'abattement de la TFPB sur toute la durée du contrat ville à compter de 2025 jusqu'en 2030. Dans le quartier prioritaire Saint-Laurent, on comptabilise 524 logements appartenant au bailleur social Nièvre Habitat qui bénéficient de cet abattement, soit une estimation d'un montant mensuel de l'abattement à 94 437 € sur la base de 2024. Dans le cadre, comme le prévoit le cadre national, les actions valorisables au titre de l'abattement de la taxe foncière visent un renforcement de l'entretien et de la gestion du parc HLM, ainsi que l'amélioration de la qualité de services rendus aux locataires. En fonction du diagnostic partagé, les actions peuvent porter sur plusieurs axes suivants: le renforcement de la présence du personnel de proximité, la formation spécifique et soutien au personnel de proximité, le surentretien, la gestion des déchets et des encombrants ainsi que des épaves, la tranquillité résidentielle, la concertation et la sensibilisation des locataires, l'animation, le lien social, le vivre ensemble et les petits travaux d'amélioration de la qualité de service. Donc, toutes ces actions existent et sont assumées par le bailleur social. À partir du 1er octobre 2025, le patrimoine de Nièvre Habitat, le patrimoine de 1001 Vie Habitat, qui est concerné par ce périmètre de transfert, a été attribué au bailleur social Nièvre Habitat. Il est donc nécessaire d'adopter dans l'avenant numéro 1, d'intégrer la cession du bail de construction conclu le 7 novembre 80 entre la ville de Caunes et le bailleur 1001 Vie Habitat et qui est arrivé à échéance le 30 septembre 2025. Les 132 logements issus de ce patrimoine, qui étaient donc précédemment gérés par ce bailleur, sont désormais propriété de Nièvre Habitat et intégrés au dispositif d'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, considérant l'estimation du montant annuel de l'abattement à 36 054 €, base 2024. Donc, considérant que les modalités d'application et les engagements fixés par la convention initiale demeurent inchangés et s'appliquent en totalité au patrimoine nouvellement intégré jusqu'en 2030. Il vous est donc proposé d'approuver les termes de cet avenant et d'autoriser Monsieur le Président de signer le dit avenant avec l'État, la ville de Caunes et le bailleur Nièvre Habitat.
Alors, avant de vous demander si vous êtes d'accord ou pas, est-ce que vous avez des questions? Bien. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Oui, pardon. D'accord. Qui sont contre? Je vous remercie. Alors, deuxième délibération qui concerne la signature de la Convention territoriale globale, dite CTG, pour la période 2025-2029. Vous avez, donc, je pense, eu le document. Je veux bien vous en faire un résumé rapide. Ce document présente la Convention territoriale globale 2025-2029 qui est conclue entre la Caisse d'allocation familiale de la Nièvre, la communauté de communes et plusieurs communes, celles de Caunes, de Donzy, de Pouilly et Neuvy-sur-Loire. Cette convention vise à définir un projet stratégique global pour le développement des services aux familles sur l'ensemble du territoire. Les objectifs principaux sont identifier les besoins prioritaires des familles, optimiser, pérenniser l'offre existante de services, développer des actions nouvelles pour répondre aux besoins non satisfaits. Les champs d'intervention, petite enfance, et notamment développement des crèches, soutien aux enfants en situation de handicap et promouvoir le métier d'assistant maternel. Pour ce qui concerne l'enfance et la jeunesse, l'amélioration des locaux, renforcement des activités pour les adolescents et mutualisation des ressources entre structures. Parentalité, soutien aux parents, diversification des projets adaptés aux familles vulnérables et mise en place de lieux d'accueil parents-enfants, dits les LAEP. Enfin, pour l'animation de la vie sociale, c'est le renforcement des centres sociaux, la promotion de l'économie circulaire et le maintien de la solidarité entre structures. L'engagement des partenaires, donc la CAF et les collectivités, s'engagent à mobiliser les moyens humains, financiers, matériels pour atteindre les objectifs fixés. Et il y a également la création de comités de pilotage stratégiques et opérationnels pour assurer le suivi et l'évaluation des actions. La durée de cette convention, elle est du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029. Elle peut bien sûr être modifiée par avenant ou résiliée sur certaines conditions. Les structures soutenues. Donc, ce document, vous avez pu le noter, liste les équipements et services soutenus, les crèches, les centres sociaux, les accueils de loisirs, ALSH, et les ludothèques répartis sur le territoire. Les plans d'action pour 2025-2029, pour la petite enfance, création de nouvelles crèches, amélioration de locaux, soutien des familles en insertion. Pour l'enfance et jeunesse, développement des activités pour les jeunes, amélioration des locaux, sensibilisation aux problématiques de santé psychique. Pour la parentalité, on diversifie les projets et on renforce les partenariats. Et pour l'animation de la vie sociale, pérennisation des centres sociaux et développement de projets communs. Pour le suivi et l'évaluation, mise en place d'indicateurs pour mesurer l'efficacité des actions, évaluation annuelle et bilan final pour adapter les objectifs. Voilà, en gros, ce qu'est la CTG. Et donc, voilà, je peux répondre à vos questions, si vous en avez. Non, pas de questions? Très bien. Donc, je vous propose d'approuver le plan d'action de la CTG 2025-2029 et d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer cette convention pour la période 25 et 29. Ah, 29. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? D'accord, oui. Qui s'abstiennent? Raymond aussi. Ah oui, toutes les personnes qui sont liées aux centres sociaux, ainsi que, je crois qu'il y a Carole, et puis Raymond, et puis Hicham.
Eh bien, je vous remercie. Merci Marie-France. La transition n'est pas forcément aisée sur les sujets, mais maintenant passer le micro à Michel. Pour un sujet bien différent mais tout aussi important, la prévention, la collecte et le traitement des déchets, pour le rapport annuel 2024. À toi Michel. Donc, il s'agit du rapport annuel 2024 sur le prix, la qualité et les services de prévention de collecte et de traitement des déchets. Donc, c'est le rapport que vous avez reçu. Il s'agit de prendre acte. Et si vous avez des questions, on va essayer d'y répondre. Il n'y a pas de questions? Donc, nous prenons acte. Merci Michel. À l'opposé de Michel, sur ma gauche, on aura Pascal, pour également le rapport annuel 2024 sur le prix et la qualité du service commun d'assainissement collectif, et un autre rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif. À toi Pascal. C'est parti. Donc, le rapport annuel 2024 sur le prix et la qualité du service commun d'assainissement collectif. Le rapport public sur la qualité du service est un document légal obligatoire encadré par le Code général des collectivités territoriales. Il vise à la fois à responsabiliser les élus et à assurer la transparence de la gestion des services publics envers les usagers. Une fois adopté, ce rapport doit être largement diffusé et mis à la disposition du public. Il vous est proposé de prendre acte du présent rapport concernant le service commun assainissement collectif que vous avez tous reçu et que vous avez tous affiché dans vos mairies, bien sûr. Pour information, suite aux évolutions réglementaires, Cœur de Loire ne prendra pas les compétences eau et assainissement. Elle travaille avec les communes à la reprise de la gestion de la compétence assainissement. Au 31/12/2026, le service commun n'existera plus. Y a-t-il des questions? Donc, vous prenez acte de ce rapport. Rapport annuel 2024 sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif. Là, il s'agit de toutes les communes de Cœur de Loire, parce que le dernier rapport, c'était que sur les 7 communes de l'ancien canton de Donzy. Le rapport public sur la qualité du service est un document légal obligatoire encadré par le Code général des collectivités territoriales. Il vise à la fois à responsabiliser les élus et à en assurer la transparence de la gestion des services publics envers les usagers. Une fois adopté, ce rapport doit être largement diffusé et mis à la disposition du public. Il vous est proposé de prendre acte du présent rapport que vous avez tous reçu concernant le service public d'assainissement collectif. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Non collectif, excusez-moi. Donc, vous prenez acte, je vous remercie. Donc, j'en ai encore. Délibération sur des demandes de subventions. Pascal est un gros demandeur de subventions. Oui, moi, je demande de l'argent. Moi, je ne coûte pas d'argent. J'en demande. Donc, c'est des demandes de subventions pour la mutualisation d'un poste d'animateur agro-environnemental chargé de l'animation agricole menée par le CT Vrinoin-Mazou et demande de subvention auprès de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne.
une convention partenariale et financière 2024-2026 pour le financement du poste d'animateur agro-environnemental et du suivi renforcé des captages d'eau potable associés à l'animation agricole du contrat Brie-Nohain-Mazou. Les contrats territoriaux Brie-Nohain-Mazou et des Nièvres et du Rio renouvellent leur action pour lutter contre la pollution diffuse agricole, afin de préserver la qualité de l'eau potable. Pour assurer une politique cohérente et coordonnée, ils ont décidé de mutualiser un poste d'animateur agro-environnemental chargé d'accompagner les agriculteurs sur les 2 territoires. Il vous est proposé de valider que Cœur de Loire porte pour le compte du contrat territorial ce poste mutualisé, dépose une demande de subvention auprès de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et signe la convention encadrant les modalités de partage. Donc vous avez le détail sur la délibération. La charge salariale est de 41 000, équipement 7 000, ce qui fait 48 000 en tout. L'agence de l'eau prend 50%, ça fait 24 000. Brie-Nohain-Mazou, c'est-à-dire nous, c'est 1 200 € qui est financé par la GEMAPI. Le contrat des Nièvres prend 9 600 € et les gestionnaires d'eau potable 13 200 €. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des contre ? Je vous remercie. Donc, c'est encore des demandes de subvention, comme tous les ans, pour les postes du contrat de Brie-Nohain-Mazou auprès de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et de la région Franche-Comté, année 2026. Cœur de Loire porte le contrat territorial Brie-Nohain et Mazou qui met en œuvre des actions de communication. Oui, c'est pour la communication. Oui, excusez-moi, je vous avais dit que c'était pour les postes. Non, c'est déjà pour la communication. Pour la communication des actions d'information du public. Ces actions ont pour but de sensibiliser les élus et les riverains aux enjeux de l'eau et à la protection des milieux aquatiques, afin de faciliter l'adhésion au projet. Le financement de ces initiatives est assuré par des subventions de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, 50%, et de la région à 30%. Il vous est proposé de faire la demande de financement pour l'année 2026. Le coût restant à Cœur de Loire est de 1 079 €. Y a-t-il des questions ? Oui, Cham. Une remarque et pour conclure en disant que je ne prendrai pas part au vote puisque c'est une subvention qui est demandée à la région, mais c'est un bon exemple. C'est un bon exemple qui peut illustrer des fois des débats comme, si vous regardez demain, on a notre assemblée plénière dans le cadre de nos orientations budgétaires au Conseil régional. Et vous verrez que certains, au sein de notre assemblée régionale, vont nous demander 2 choses. Or, ce sont nos oppositions, toutes, vont nous demander 2 choses. La première, la transition écologique, etc., c'est pas bien, il faut arrêter. Parce que, alors pour eux, réchauffement climatique, tout ça n'existerait pas. Donc tout ça, il n'en faut pas. Les énergies renouvelables, il n'en faut pas, etc. Et la deuxième chose qu'ils vont nous demander, pour réduire les budgets, on nous dit faites des économies, réduire, c'est de nous dire écoutez, il faut arrêter dans le cadre des actions de communication. Bon, typiquement, voilà comment la région engage, par exemple, des actions liées à la transition écologique. C'est
voilà, on le voit ici, on le voit ici sur le terrain très clairement quelle utilité ça a et que la communication, c'est aussi ça et c'est important. Je te Et remercie, merci de porter Cham. ces actions. Oui, c'est sûr que la communication, c'est très important. Et puis, on fait de la communication aussi, surtout au niveau des écoles, hein, du grand public. Et c'est très important. Et de la prévention, parce que faut pas oublier quand même, l'eau, c'est la vie. Hein. Le jour qu'on aura plus assez d'eau ou de l'eau de très mauvaise qualité, ben on sera mal barré. Donc, je vous demanderai de voter. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a Hicham qui s'abstient, bien sûr, puisque c'est lui qui... Tu prends pas part, excuse-moi Hicham. Comme c'est toi qui finances. Est-ce qu'il y a des contre? Je vous remercie. Bon, c'est encore moi. C'est moi. Ils me font beaucoup travailler à chaque fois. Hein. C'est une demande de subvention pour les postes 2026 du contrat territorial Brie-Nord et Mazou auprès de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et de la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est comme tous les ans. Hein. À chaque fois, on fait une demande. Cœur de Loire porte la gestion du contrat territorial Brie-Nord-Mazou depuis janvier 2018. Ce contrat englobe un poste d'animateur du contrat et un poste de technicien de rivière. Ces postes sont subventionnés à hauteur de 50% par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et jusqu'à 30% par la région Bourgogne-Franche-Comté. Il vous est proposé de faire la demande de financement pour l'année 2026. Le coût Cœur de Loire sera de 20 923. Donc, est-ce qu'il y a des questions? C'est pour les deux personnels, hein, animateurs et techniciens. Tous les ans, c'est les mêmes demandes. Hein. Y a-t-il des abstentions? Comment? Attends, je vais regarder les chiffres, Nathalie. Donc, je vais t'expliquer ça. Tu veux du détail, t'en auras. T'as pas les bons chiffres? Ah, bon. Eh ben, pour le poste d'animateur, la charge salariale est de 41 000, les frais de fonctionnement 10 000, le secrétariat 13 000, fonctionnement secrétariat 2 000. Le coût total pour l'animateur, c'est 66 000. Donc, l'agence de l'eau prend 50%. Ça fait 33 000. La Bourgogne-Franche-Comté prend 30% sur une partie seulement. Hein. Ça doit être sur les 41 000, ce qui fait 12 300 €. Et les collectivités signataires, le reste à payer pour les communautés de communes, hein, c'est-à-dire nous et les 3 autres, est de 20 700 €. D'accord. Merci Nathalie, tu suis bien. Tu veux que le poste de technicien, donc comment? Oui, d'accord. Mais excuse-moi. Excuse-moi, c'est parce que j'en ai tellement à présenter qu'à la fin je m'embrouille les pédales. Ben non, je suis pas habitué. Mais ça va venir, hein. Un prochain mandat. Bon, donc, y a-t-il des abstentions pour ces demandes de subvention? Y a-t-il des contre? Je vous remercie. Et j'en ai fini. Merci Pascal pour ces rapports rondement menés, ce petit moment de détente. Maintenant, je propose à Gilbert de prendre le micro pour une demande de subvention pour le poste d'ingénierie de revitalisation de Centrebourg pour les communes de Neuvy, Donzy et Pouilly. À toi Gilbert.
Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Oui, effectivement, donc depuis 2019, les communes donc, du territoire œuvrent pour la revitalisation donc, de leur centre-bourg, en particulier donc, celle lauréate de l'appel à projet du pays Val-de-Loire-Nivernais, que le Président vient de rappeler, donc Donzy, Neuvy-sur-Loire et Pouilly-sur-Loire. Et ces 3 communes donc, ont réalisé des études de revitalisation donc, de centre-bourg qui ont permis d'établir donc, des plans guides pour préciser les actions donc, au projet donc, à mettre en œuvre. Et le développement de ces centralités associées à celui de Caunes, contribue au rayonnement donc, de Cœur de Loire. Aussi, la communauté de communes donc, a souhaité recruter donc, un chargé de mission pour accompagner les communes dans la coordination et la concrétisation de leur marche de revitalisation. Dans ce cadre-là, donc, un chargé de mission a bien été recruté par délibération du 12 avril 2022. Donc aujourd'hui, le calendrier du projet qui s'étend du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 avec une demande de financement concernant ce poste, donc avec des dépenses de rémunération à hauteur de 45 467,33 € et des coûts indirects donc à 6 820,10 €, donc qui font un total hors taxe 52 287,43 €. Et donc, une demande de financement donc, au programme LEADER donc, à hauteur de 31 827,84 €. Une contrepartie donc, de la région donc, qui est associée donc, à ce programme donc, à hauteur de 7 956,96 € et un autofinancement donc, de Cœur de Loire, donc 24%, à hauteur de 12 502,63 €, ce qui nous fait bien donc 52 287,43 €. Il vous a demandé d'approuver donc ce projet de plan de financement de cette opération et d'autoriser Monsieur le Président à solliciter l'aide de l'Europe dans le cadre du programme LEADER ainsi que l'aide de la région dans le cadre de la contrepartie régionale et à signer donc les documents en lien avec ces demandes de subvention. On aura Hicham Boujila qui ne prendra pas part évidemment au vote. Il y en a encore à venir. Bien, pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Merci Gilbert. Maintenant, je te propose de passer le micro à Yves pour la modification du règlement d'intervention sur les aides économiques, qui est, pour vous résumer un petit peu, mais il va vous faire sûrement plus précisément que moi, pour rétablir un petit peu ce que nous pratiquions déjà, c'est-à-dire, on peut dire une légère souplesse envers des entreprises. Voilà, Yves, à toi, de manière concise, s'il te plaît, parce que c'est des sujets qui ne sont pas simples. Oui, donc pour apporter justement un petit peu de souplesse au règlement des aides apportées aux porteurs de projets, on s'est aperçu que certains projets n'avaient pas le même délai de réalisation et des gros dossiers, des fois, dépassent largement les dates qu'on avait mis sur le règlement. Donc on a modifié dans l'article 8, on a précisé la cessation d'activité dans un délai de 5 ans. L'entreprise s'engage à reverser l'aide aux financeurs publics en totalité. Le délai précité commence à courir à compter de la date de notification par le maître d'ouvrage. C'est la cessation d'activité qui a surtout été modifiée. On a surtout ajouté quelques lignes à titre exceptionnel et justifiant des motifs impérieux à évaluer à la discrétion des membres de la Commission du développement économique. Il pourra être dérogé à cette règle. Les motifs devront être précisés dans le compte-rendu de la Commission et dans un courrier envoyé aux bénéficiaires. Et ça, on l'a ajouté aussi à l'article 9. C'est la même chose pour donner un petit peu plus de souplesse. Voilà. Donc, y a-t-il des questions ? Je vais vous demander d'approuver la notification du règlement en matière d'aide immobilière d'entreprise, d'autoriser sa mise en œuvre immédiate, de donner délégation à Monsieur le Président ou son représentant pour attribuer les aides directes selon l'avis de la Commission du développement économique et à signer la convention avec les bénéficiaires fixant les conditions d'attribution de l'aide. D'autoriser Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à sa mise en œuvre. Y a-t-il des gens contre ? Des abstentions? Je vous remercie. C'est peut-être bien ça qui est tombé.
Merci Une Yves. question, j'oubliais les questions, pardon. Sylvain, oui, Si. moi Oui, j'ai. Sonia. C'est pas une question, c'est plutôt une intervention sur l'enveloppe budgétaire allouée aux porteurs de projets. Cette année, on est un peu juste, donc c'est bon signe quand on est juste. Ça veut dire que on a besoin de dépasser l'enveloppe. Donc il y a certains dossiers que l'on va reporter volontairement sur 2026. Je sais que Sylvain et Patrick essaient de trouver des solutions pour satisfaire les projets en attente. Je voudrais alerter sur le fait que 2026, même si c'est une année spéciale puisque élective, elle ne l'est pas pour les porteurs de projets et nous savons déjà que nous avons nombre de dossiers que nous allons avoir à soutenir, et c'est plutôt bon signe pour le territoire qui est un territoire attractif. Donc c'est important que l'on puisse augmenter cette enveloppe, même si je sais que c'est difficile d'augmenter, n'est-ce pas Patrick, tu m'en voudras pas, mais c'est important parce que c'est toute la vitalité, l'attractivité de notre territoire. Voilà. Merci pour cette intervention, et effectivement depuis aussi loin que je puisse me rappeler, même au précédent mandat, on a toujours réajusté. Effectivement, on a eu des années où on était nettement moins malheureusement sollicité, et des années où, à l'époque même du FRT, c'est ça, je crois, on a à chaque fois mis les moyens nécessaires pour aider les entreprises. Mais on tâchera de continuer à jouer notre rôle. Merci pour cette intervention. Yves, tu as dû le faire voter. Maintenant, je vais reprendre la parole au titre de l'aménagement du territoire pour un avis sur le projet d'extension du parc éolien de Pougny. Alors, je vais vous faire un rapide historique de ce que déjà nous avions décidé collégialement de notre point de vue sur la production d'ENR. Devant les demandes de rencontres incessantes de porteurs de projets photovoltaïques ou agrivoltaïques, nous avions convenu ensemble que la communauté de communes Cœur de Loire suivrait l'avis des communes. C'est normal, pensant que si pour ce genre de projet qui apporte peu de covisibilité extra-communale, si la commune est d'accord, Cœur de Loire était d'accord, je vous rappelle, c'est ce que nous avions décidé. Dans le cadre du SCOT, nous avions également évoqué que nous ne souhaitions pas voir de nouveaux parcs éoliens fleurir sur notre territoire. En revanche, nous avions dit que nous n'étions pas contre, à l'époque, l'étude de l'extension du parc existant, et que nous serions attentifs et que nous regarderions ça d'un œil averti. C'est ce que d'ailleurs nous avons fait, puisque j'avais demandé l'organisation à Thierry, j'avais demandé l'organisation spécifique d'une réunion pour nous, pour les communes et la communauté de communes, c'est-à-dire toutes les communes voisines qui sont dans le périmètre des 6 km, je crois, c'est ça Thierry. Bon, on était un certain nombre à être présents. C'était juste avant la réunion de clôture de l'enquête publique. Pour rappel, ça paraît bizarre, mais il faut quand même que je le dise, parce que sinon on ne comprendrait pas pourquoi la réunion de clôture, elle était il y a une semaine, et qu'en fait l'enquête publique n'est pas terminée. Mais c'est parce que la loi maintenant a introduit le fait que l'enquête publique durait 3 mois, je crois, et que la réunion d'ouverture devait se faire dans les 2 semaines suivant la date d'ouverture, et que la réunion de clôture devait se faire dans les 2 semaines précédant la date de clôture. Donc là, voilà, j'espère que tout le monde m'a suivi, j'ai essayé d'être concis. Pour ce sujet, il est ce soir, à mon avis, pas du tout l'endroit pour débattre techniquement. C'est la raison pour laquelle, avant, on a organisé les réunions. Ils en ont déjà fait plusieurs. On a même reçu d'ailleurs les porteurs de projets en conseil communautaire. Je ne sais plus la date, mais l'année dernière, je crois. Nous avons envoyé en même temps que tous les éléments du Conseil un lien permettant de prendre connaissance des avis qui ont été déposés par les personnes publiques associées, par les associations, par les particuliers et les riverains. Donc aujourd'hui, on doit donner l'avis de la communauté de communes. Cet avis peut être fait de 2 manières, soit à main levée, soit, si au moins 30% le réclament, à bulletin secret. Raison pour laquelle on a mis des bulletins, un pour, un contre et un blanc.
et que la première question que je vous poserai, c'est quand même, est-ce que vous avez des questions, mais je vous demanderai qu'elles ne soient pas techniques parce que je serais vraiment incapable d'y répondre. Alors Thierry, il sera sûrement mieux que moi, mais je redis que c'est peut-être pas le moment des questions techniques. Mais alors, je pose quand même la question, avez-vous des questions techniques sur le projet ou avez-vous envie de prendre la parole sur ce projet? Au-delà du maire de la commune qui, je pense, aura envie de nous dire peut-être un petit mot, mais... Non, mais... Et les autres? Alors, Patrick, un micro. Tiens. C'est bon. Bon, bonjour à tous. Ça fait plusieurs mois qu'on débat sur les zones d'accélération, les énergies renouvelables et puis tout ça. Bon, on s'est engagé, beaucoup de communes, là, dans l'agri photovoltaïque, le voltaïque. Bon, étant donné que dans les années à venir, on voit notre gouvernement, comment il fonctionne, on aura de moins en moins de rentrées au niveau des communes. Donc là, on a une opportunité, toutes les communes, à travailler ensemble, à avoir des rentrées sereines sur nos territoires, avec quelque chose qui sert tous les jours à tout le monde. C'est qu'on peut des fois dire qu'au niveau paysager, c'est pas le top, mais vous allez autour de la centrale nucléaire, vous voyez tous les poteaux électriques, les trucs comme ça, c'est pas super. Vous allez sur la déviation de Nevers, là vous voyez dans les champs toutes les lignes, la ligne de Saint-Éloi, les trucs comme ça. Au niveau paysager, ça a un impact. Vous allez à Fourchambault, c'est pareil. Bon, d'un autre côté, à l'heure actuelle, on a besoin d'énergie. Et de l'énergie qui rapporte autant pour les habitants, qui rapporte pour les communes et qui rapporte pour la communauté de communes. Donc là, on a un dossier. Bon, c'est sûr que pour les riverains, il y a l'impact paysager. Mais ils l'ont déjà. Qu'il y ait une éolienne de plus ou qu'il y en ait 5 de plus, ça ne va pas changer grand-chose à la directive. Mais financièrement, ça va intéresser quand même tous les acteurs qui sont autour de la table. Donc moi, personnellement, je ne verrai pas d'opposition à continuer sur ce projet. Voilà. Merci Patrick. Il y a quand même un élément que j'aurais pu vous apporter qui n'est pas technique mais qui est fiscal. Les retombées fiscales, c'est l'IFER. La répartition de droits communs, c'est 20% pour la commune, 30% pour le conseil départemental et 50% pour la communauté de communes. C'est bien ça. J'ai à peu près ça en tête. On était en réunion il n'y a pas longtemps, donc je m'en rappelle encore. Ce qui représente, d'après les estimations, une ressource fiscale de 100 000 € environ pour Cœur de Loire. Je ne parle pas de la ressource fiscale de la commune, puisqu'il y a d'autres contreparties qui sont financées dans le cadre de servitudes pour des chemins, etc. Un autre débat, mais la ressource fiscale est de 20% pour la commune et 50% pour Cœur de Loire. Carole, tu voulais prendre la parole? Par an, bien sûr, par an. Oui, pardon, excusez-moi, je ne l'ai pas précisé. Donc ça, c'est quelque chose que j'aurais dû vous dire aussi. C'est quelque chose que j'aurais dû vous dire en préambule, mais que j'ai omis de faire. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Hicham. Merci en tout cas de permettre la parole lors de ce conseil communautaire. Ce n'est pas le cas dans toutes les assemblées sur ce sujet-là. Et donc voilà, moi simplement 2 ou 3 choses par rapport, on connaît bien comme d'autres le parc éolien de Pougny. Je me rappelle aussi comment ça a été compliqué de le faire aboutir il y a quelques années. J'étais sur responsabilité à la communauté de communes, c'était Loire-et-Nohain. Et puis voilà, malgré quelques oppositions, le dossier a pu passer et on a des éoliennes qui, après tout, font partie aussi du paysage sur notre territoire. Et si mes informations sont bonnes, je pense que le maire de Pougny pourra y répondre à ça. Mais d'ailleurs, entre parenthèses, si le maire de Pougny n'a pas le droit de s'exprimer sur ce dossier ici, ça veut dire que sur tous les projets liés aux énergies renouvelables, où d'ailleurs tous les maires se sont prononcés, donc il y a peut-être un problème. Donc ça veut dire que toutes les délibérations qui ont pu être votées, de rejet ou d'adoption, ne sont même pas valides, puisque tous les maires avaient pris la parole pour dire ce qu'ils en pensaient. Non, mais je pense que Thierry, tu pourras t'exprimer, mais sans voter, voilà. Donc là-dessus,
Et donc, si mes informations sont bonnes, on a eu des éoliennes à Pougny. Il y a même eu des constructions à Pougny, pas très loin des éoliennes. Donc, l'argument selon lequel ça peut poser des soucis d'attractivité, etc., voire des nuisances, j'invite tout le monde à y aller et puis à voir vraiment ce que c'est dans la réalité. Là, on est sur une extension de 2 parcs. Il me semble même qu'au départ, il devait y avoir plus d'éoliennes. Voilà, c'était ce qui était prévu au départ, c'est le projet initial. Donc moi je pense, comme hier, on l'a fait à bulletin secret, mais pour moi il n'y a pas de secret, je n'avais pas demandé à ce qu'on vote à bulletin secret, on ne l'a jamais fait d'ailleurs à la communauté de communes, et on a toujours dit à la communauté de communes qu'on suivait l'avis de la commune. Bon, je ne sais pas si ça va changer aujourd'hui, mais on a toujours suivi l'avis de la commune qui était concernée par le projet. Mais moi, enfin voilà, je suis favorable. D'autant plus, et Patrick a raison, je me réjouis de voir, malgré toutes les embûches qu'on peut voir ici ou là, que les énergies renouvelables se développent plus, malgré tous les freins qu'il peut y avoir, plus que les énergies fossiles. Ça ne va probablement pas assez vite, mais donc voilà, et c'est pour moi quelque chose de nécessaire. Les énergies renouvelables, oui. Pas partout et pas n'importe comment. Moi, je ne suis pas toujours pour tous les projets. En revanche, sur Pougny, moi, je considère que ça a une cohérence. C'est dans la droite ligne de ce qui avait été prévu au départ. Donc, je ne reviendrai pas sur le volet des recettes, mais bon, après, je trouverais ça un peu aussi particulier. Ce serait aussi intéressant, celles et ceux qui pourraient dire qu'ils sont contre, de dire aussi qu'ils sont contre les recettes fiscales et peut-être d'affecter un petit peu plus à Pougny et un peu moins à la communauté de communes si la communauté de communes venait à rejeter le projet de Pougny. Mais j'en douterais fort, regarde la cohérence qu'on a pu avoir sur ces sujets depuis le départ. Merci Cham. Martine, un micro s'il vous plaît. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais simplement dire que on va voter. Moi, je ne sais pas, je vois que c'est marqué, il y a une ligne qui est concernée, bulletin secret. Il faut s'en tenir à ce qui est écrit quand c'est comme ça. On ne change pas les choses comme ça de but en blanc. C'est écrit, normalement c'est bulletin secret. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vais faire cette remarque. Merci. J'ai le droit de penser et de lire et de dire ce que j'ai à dire sans avoir des remarques derrière moi. Merci, M. Bougelila. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Un micro pour Thierry, s'il vous plaît. Bon, simplement pour dire que oui, le parc il est déjà existant et c'est simplement une extension de ce parc-là. Il va être augmenté de 5 éoliennes. Ouais. Et que moi je suis plutôt content que la commune de Pougny participe au changement à la transition énergétique française. Je pense à mes enfants, à mes petits-enfants, donc je souhaite que tout le monde réfléchisse un peu de la même manière. Merci à tous. Thierry, Pompon, c'est bon, c'est allumé, tu peux y aller. Alors juste pour dire, et je pense que c'est important de le dire, c'est qu'en fait ce sont des avis que l'on donne et qu'en définitive la décision viendra de la préfecture. Donc ça veut dire que nos avis, en fait, je ne fais pas de commentaires, mais on ne donne qu'un avis. Évidemment que c'est consultatif, tu as raison de le préciser. Et que jusque-là, on l'a vu pour d'autres projets, la préfecture ne suit pas du tout l'avis. Ils suivent plus, je pense, l'avis des PPA que l'avis des riverains et des collectivités. Mais tu as bien fait de le préciser. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Dans l'ordre du jour, on a mis vote à bulletin secret, mais je dois quand même poser la question parce que ce serait arbitraire de ma part de demander un vote à bulletin secret. Donc il faut qu'il y ait 30% de personnes. J'ai vu que Manuela et Karine avaient bien pris le soin de compter combien nous étions. Donc je vous demanderai, quels sont ceux qui souhaitent un vote à bulletin secret? Est-ce que vous pouvez compter? Bon, on est au-delà de 30%, hein? À l'œil? Tout le monde est d'accord? Vote à bulletin secret.
Donc on met en place le vote, donc ils seront 2 personnes, une personne qui va se déplacer pour les bulletins. Vous avez un bulletin blanc, un bulletin pour, un bulletin contre. Je vous encourage à mettre ceux que vous n'aurez pas utilisés dans votre poche. D'autre part, on va attaquer le vote, et je vous demande encore vraiment un instant s'il vous plaît, parce que donc ceux qui ont des pouvoirs voteront 2 fois. On va lancer les opérations de vote et je me permets de vous demander une dernière chose, c'est de bien vouloir m'excuser. C'est assez rare pour que ça puisse être souligné, c'est la première fois du mandat et la dernière. Je vais transmettre la présidence de la séance pour l'opération de vote et pour les 2 derniers rapports au premier prix vice-président de Cœur-de-Loire pour une urgence personnelle. Je vais devoir vous quitter, mais comme ça n'amputera en rien le quorum et j'aurai voté avant de partir. Patrick continuera très très bien. Ah mais c'est juste, je vous reverrai pas ce soir, hein, mais voilà, vraiment, excusez-moi, c'est la première fois que ça arrive, mais c'est pas gravissime non plus. Mais voilà, je transmets la présidence de séance à Patrick. Merci Président. Bon courage à vous et bonne soirée. Il fallait une main unissante. Merci Patrick. Il fallait une main innocente. Voilà. Excusez-moi et bonne fin de séance. Gilbert, sur la mobilité. Tu interviens sur la mobilité après. C'est un rapport. C'est un rapport. Ouais, le seul. Il marche, dis donc. Il faut appuyer qu'un coup, là. C'était infernal. Je crois que j'ai chopé la crème automatiquement. Ah bah oui, je suis pas étonné. Voilà, il a chassé un peu de crème. Non, il n'a rien tué. C'est bon Manuela, vous avez tout? Il n'y a plus qu'à vérifier. Donc en toute logique, nous serions 47 votants, avec les procurations bien sûr. Donc on doit avoir 47 bulletins. Hein? Ting, ting. On a oublié le compteur. Ouais. Ah oui. Déjà, on démarre bien parce qu'on a bien les 47 petits papiers. Non, 47, monsieur Pompon. Mettez pas le bazar.
On est en Corse. Tu sauras. Donc, merci à Manuela et Alexandre pour le dépouillement. Donc nous avions bien les 47 bulletins qui correspondent aux 47 votants. Donc le résultat, il y a 4 bulletins blancs, 4 personnes qui ont mis un bulletin blanc. Il y a 16 pour et 27 contre. Voilà pour le résultat de ce vote. Bien sûr, je rejoins un pompon, ce n'est qu'un avis consultatif. Voilà pour cette délibération. C'est l'avant-dernière. Nous avions la 16e, donc je donne maintenant la parole pour la mobilité à Gilbert sur une modification du règlement intérieur. Oui, donc le service de transport urbain qu'on a repris au 1er juillet donc 2025, vous le savez, a récemment été confronté à plusieurs situations impliquant des usagers désorientés ou en situation de dépendance et qui compromettent leur propre santé, leur propre sécurité, ainsi que le bon fonctionnement du service. Et ces situations mettent en évidence la nécessité de préciser les conditions d'utilisation du service afin de prévenir la survenue de tels incidents et de mieux définir les responsabilités de chacun, qu'il s'agisse du service, des usagers eux-mêmes ou, le cas échéant, de leurs accompagnants. Donc il apparaît nécessaire d'apporter une précision au règlement intérieur, en particulier en son article 4, pour recommander expressément l'accompagnement des personnes présentant des troubles cognitifs et préciser les conditions minimales d'autonomie requises pour utiliser le service en toute sécurité. Ainsi, il vous est proposé de modifier le règlement intérieur dans son article 4, où on mentionne « Il est fortement recommandé que les usagers présentant des troubles cognitifs soient accompagnés par un aidant ou un proche afin d'assurer leur sécurité et celle des autres passagers. Les troubles cognitifs s'entendent comme des altérations significatives des fonctions mentales pouvant affecter la capacité à se repérer, à comprendre les consignes ou à interagir avec l'environnement. Ces usagers doivent être en mesure d'utiliser le service de manière autonome, notamment pour monter et descendre du véhicule, se repérer sur le trajet et respecter les consignes de sécurité. » Donc on a eu un avis favorable du conseil d'exploitation de la Régie des mobilités qui s'est tenu le 24 septembre 2025. Donc on a bien pesé les mots, mais on est obligé de mettre dans ce règlement ce qui n'existait pas quand même, quelque chose à la fois pour responsabiliser et les personnes et surtout notre service aussi, parce que il n'est pas responsable non plus de tout, parce que il y a des risques quand même à un moment donné, et pour eux-mêmes et pour les usagers autres et bien sûr nos agents. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Bien, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Merci Gilbert. Et donc, nous avons fini les 16 délibres que nous avions à voter. Et donc, comme l'a dit le président, on va vous proposer, pour terminer, une motion. Une motion s'opposant à la suppression du service voyageurs et des postes associés d'agents de quai, ainsi qu'à la fermeture du guichet de la gare de Cosne-Cours-sur-Loire. Donc, en séance du Conseil communautaire Cœur de Loire en date du 13 novembre 2025, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment un de ses articles, considérant l'importance fondamentale du service public ferroviaire et de la gare de Cosne-Cours-sur-Loire pour l'attractivité résidentielle, l'accessibilité et la vitalité économique de la ville comme du territoire Cœur de Loire, considérant le flux augmentant des voyageurs, plus de 300 000 voyageurs à l'année, transitant par la gare de Cosne-Cours-sur-Loire, considérant que la gare de Cosne-Cours-sur-Loire revêt un caractère d'interface interrégionale particulièrement sensible, assurant à la fois les services Mobigo de la région Bourgogne-Franche-Comté, notamment dans le cadre du nouveau lot Bourgogne-Ouest-Nivernais, dont l'exploitation sera assurée par SNCF Voyageurs Bourgogne-Ouest à partir de décembre 2026, la desserte essentielle des trains sur l'axe Nevers-Paris, opérée par la région Centre-Val-de-Loire. Considérant que cette complexité d'exploitation, de régions, de types de services, rend la présence d'un personnel d'accueil et de guichet absolument nécessaire pour l'information des voyageurs, la vente des titres de transport pour les deux réseaux, avec des tarifications distinctes et parfois des problèmes de reconnaissance mutuelle, la gestion des correspondances et des situations perturbées, considérant le profil démographique du bassin de vie de Cosne-Cours-sur-Loire qui rend le maintien d'un guichet et la présence de personnel essentiel, la population du bassin d'emploi est moins jeune que la moyenne régionale, avec notamment une proportion de personnes de plus de 60 ans ou plus atteignant 41%, je dis bien, contre 31 en moyenne régionale. L'aire urbaine de Cosne-Cours-sur-Loire est l'un des plus âgés de Bourgogne, avec les 75 ans et plus, représentant 12% de la population contre 8% pour l'ensemble des aires. Ces publics, souvent moins familiers des outils numériques et des achats en ligne, dépendent directement de l'accueil humain pour l'achat des titres de transport, l'information en cas d'incident ou l'assistance pour les PMR. Considérant l'annonce de la suppression des postes de chargés de clientèle et d'agents d'escale et la fermeture du guichet prévue au 31 décembre 2026, comme impactant en particulier la population la plus vulnérable du territoire, considérant cette déshumanisation des services en gare comme une dégradation de la continuité et de la qualité des services publics pour les usagers de Cosne-Cours-sur-Loire, la disparition des missions d'accueil, d'information, d'orientation des usagers, services quotidiens, intermobilité, information locale et touristique. Donc, au président de la Fédération de Bourgogne-Franche-Comté des associations d'usagers de transport, M. Cédric Journeau, au président de l'association Berry-Nivernais des usagers du train, M. Alexandre Blandin, il est proposé d'adopter la motion présente. Avant de passer au vote, pour accepter ou pas cette motion, y a-t-il des remarques ou autres? Je pense que ça a été fait en conseil, je crois, Gilbert. Oui, c'était fait en conseil hier soir, voilà. Donc, sur la commune de Cosne. Donc effectivement, c'est un projet de fermeture pour le 31 décembre donc 2026, donc qui impacte vraiment tous les Cosnois, tout le bassin. Donc ça c'est quand même important, parce que donc on est quand même sur un bassin de vie sur 4 départements, vous le savez, avec beaucoup de gens qui arrivent. On avait déjà donc la suppression donc de l'arrêt
du Paris-Clermont. Donc sur Cône, il y a quelques années, ça existait. Donc ceux qui l'ont connu, donc moi je l'ai bien connu aussi. Donc aujourd'hui, donc on va fermer donc les guichets en tout cas, donc et les services donc de sécurité aussi. Donc les quais, tout serait automatique. Bon, tout le monde n'est pas donc à l'ère informatique non plus. Déjà qu'il y a des problèmes en ce moment parce que donc bon, avec le basculement donc du TER sur la région donc Centre Val de Loire. Aujourd'hui, les gens qui veulent prendre des abonnements, qui veulent prendre des tickets, ont des soucis. Donc pour les prendre donc aussi, donc à distance, je parle. Donc voilà. Donc et puis plus personne. Ou quand on va à la gare, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a plus personne ou très peu. Il faut aller sur Nevers principalement. Donc où le guichet était aussi dans l'air du temps donc, de la suppression, mais restera donc a priori quand même donc avec une ouverture. Mais bon, on ne sait pas à quelle hauteur, en tout cas. Donc voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très important. Je le répète, donc pour le bassin de vie. Donc là-dessus, sachant que bon, il y a une partie donc qui est. Pardon. Ah oui. Sachant qu'il y a une partie qui est effectivement donc gérée par la région Bourgogne-Franche-Comté et puis l'autre donc partie donc par la région donc Centre Val de Loire. Donc c'est vrai qu'on est en Bourgogne, donc on est à l'extrémité. Oui, d'accord, mais bon, on est aussi en Bourgogne. Donc qu'est-ce que je peux ajouter là-dessus? Donc c'est important. Donc nos députés et sénateurs donc, se sont mobilisés donc, aussi, donc, ont déjà écrit à monsieur le président directeur général de la SNCF. Donc voilà, donc on a voté cette motion là-dessus. Et moi personnellement, je vais écrire aussi donc, monsieur le PDG donc, de la SNCF. Voilà. D'autres remarques? Non. Donc on peut passer à l'adoption de cette motion. Oui, excuse-moi. Oui, vas-y. Oui, quelques remarques très rapides. La première, c'est juste un regret. Franchement, si vous voulez savoir un peu des choses qui concernent la région, n'hésitez pas à me demander un petit peu. Il me semble que je peux avoir quelques informations précises et qui peuvent vous être utiles. Moi, je prends en tout cas cette démarche comme quand même, la manière dont les choses sont faites, comme une démarche de défiance. En tout cas, je le prends comme ça et je trouve ça dommage. On peut échanger, on peut se parler avant. Et moi, j'aurais été favorable, je suis favorable de toute façon à cette motion qui est permise d'ailleurs qui est demandée par la région dès l'instant qu'il peut y avoir ou qu'il pourrait y avoir de changements, etc. Deuxième point, je vais aller droit au but, un slogan que j'aime bien. Il n'y aura pas de fermeture de guichet de la gare de Cône. Bon, comme ça, je le dis, c'est public, c'est entendu, c'est très clair. Parce que la motion qu'on n'a pas eue sur table, parce que prévoit notre règlement intérieur, bon, on ne va pas être formaliste sur des choses comme ça, mais voilà, je crois qu'à un moment donné, il dit, en fonction des annonces ou par rapport aux annonces qu'on a pu avoir, j'aimerais bien savoir quelles annonces de qui, comment. Est-ce que ça vient de la région? M'étonnerait. Est-ce que ça vient d'un autre canal? Lequel? Mais voilà, j'aime bien quand les choses sont assez précises par rapport à ça. Troisième point, il a été évoqué la question du personnel en gare qui pourrait faire d'autres choses, etc. En fait, c'est déjà le cas. Pour celles et ceux qui vont à la gare, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns, mais on a aussi des agents en gare qui, j'en connais quelques-uns, c'est des copains, ils sont sur le quai, ils vendent des billets, ils partent, et puis parfois, dernière fois que j'étais en gare, malheureusement, le guichet, alors qui devait être ouvert, il n'y avait personne derrière. Bon, c'est pas le Lobon, c'est pas une évolution post-2027, etc. Je pense que la motion présentée n'est pas assez complète. On devrait même demander que dès maintenant, on ait une présence tout le temps en guichet et que quand vous allez en gare, même à un moment donné, on vous dit, écoutez, il se peut qu'il n'y ait personne derrière le guichet. J'ai vu ça tout à l'heure et je l'ai fait remonter. Ça remonte à la SNCF aussi, qui est le prestataire. Mais ce serait bien qu'on ait au moins une petite sonnette, un petit bouton pour appeler quelqu'un dès l'instant qu'on n'a personne derrière tout ça. Troisième point. Alors oui, le Paris-Clermont, l'État l'a fermé avant, etc. Mais je pense qu'on aurait pu aussi demander. Là, le problème, c'est
En 2008, j'étais sur les quais, je faisais partie de ceux qui étaient contre le démembrement de la SNCF. Et je souhaitais, moi, qu'on reste avec un opérateur unique national et que plutôt qu'on ait cette régionalisation qui a été imposée comme elle l'est aujourd'hui. Et peut-être que les parlementaires pourraient redemander une renationalisation du service. Comme ça, au moins, on aura service partout. À partir du 1er janvier 2027, ce qui n'est pas mis aussi, c'est qu'il va y avoir une augmentation de l'offre ferroviaire avec cette ouverture à la concurrence. Moi, j'avais voté contre, mais qui est imposée par le Parlement européen, par les parlementaires. Aucun des parlementaires, d'ailleurs, je pense, parmi les parlementaires que vous avez cités tout à l'heure, n'ont déposé quoi que ce soit à l'Assemblée nationale, au Sénat, voire au Parlement européen, pour dire ce serait bien qu'on revienne à un autre type de système. Mais cela dit, on aura 34% d'augmentation de l'offre ferroviaire à partir du 1er janvier 2027 entre Cône, parce que c'est sur la partie Bourgogne-Franche-Comté, mais entre Cône et Nevers en particulier, également vers la région, vers Dijon, vers Châlons, Lyon, etc. Un peu plus haut, c'est une autre région, et c'est QFD, ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait qu'il n'y a pas un service unique sur l'ensemble du territoire national, et on a une autre région qui en a décidé autrement. Et puis on a encore une autre région au-dessus, la région Île-de-France, qui dit moi je garde tous les sillons. Ça fait des années qu'on essaie de se battre pour avoir des sillons supplémentaires un peu plus tard le soir, pour revenir au moins à 20h02 au lieu de 19h02, faire des choses. C'est fermeture totale. C'est les Parisiens d'abord, et puis ensuite, pour les autres, éventuellement, vous verrez. Donc voilà, moi, ce que je souhaitais dire sans être beaucoup plus long que ça. C'est très bien, il faudra écrire. Ce que j'ai dit hier au conseil municipal, le président de la SNCF, aujourd'hui, il s'appelle Jean Castex. C'est celui qui nous a promis 45 millions d'euros pour le pôle de santé cônois. On en a eu 27 millions. Et donc, voilà, ça m'appelle peut-être, ça m'invite à éventuellement proposer une autre motion lors de notre prochain conseil communautaire pour demander, par exemple, à ce qu'on ait un bloc chirurgical sur notre territoire, ce qui serait pas mal. Dernier point, on parle de déshumanisation. Je rappelle que moi, je nous invite tous à aller tout le temps en gare pour prendre son billet, mais à culpa, je ne le fais pas. Je le fais peu. Je vais sur mon téléphone, je prends mon billet, etc. Sur du service qu'on fait moins en guichet, je vous rappelle qu'on a, au sein même de la communauté de communes, ouvert ce qu'on appelle un portail famille, avec des gens, alors qu'elles soient âgées, pas âgées, on ne s'est pas posé la question. On a déshumanisé le service avec des gens qui sont obligés d'aller sur Internet, d'ouvrir un compte, de faire des choses, etc. Donc je pense que ce sujet, puisqu'il a été porté, moi il me tient à cœur, celui de la déshumanisation. Il existe, je ne le souhaite pas, il est hors de question qu'on n'ait pas une présence humaine en gare de Cône, mais il serait bien aussi que dans l'ensemble des services qui sont portés par nos collectivités respectives, même par la communauté de communes, pour pouvoir réserver des repas pour les enfants, pour pouvoir faire pas mal de choses, on puisse aussi réfléchir à la manière de laisser aussi une partie d'humain et un juste dosage entre la digitalisation et l'humanisation. Donc voilà moi ce que je voulais dire. Il n'y a pas de crainte particulière à avoir, même si il faudra se poser la question de savoir comment, face à une utilisation de plus en plus forte de ça, on essaye d'avoir un service qui soit adapté aux nouveaux usages. Ouais, merci Cham. Non, vas-y. Non. Non, je voulais juste rajouter sur la déshumanisation. Je partage totalement ton point de vue, voilà. Mais quand même, pour ce qui est du portail famille, je voulais rappeler que c'était quelque chose qui était largement demandé aussi par le service, parce que du pointage, du bâtonnage, c'est pas passionnant non plus comme métier, et que quand une famille est en difficulté, elle peut à tout moment aller à la communauté de communes et avoir de l'aide. La déshumanisation, elle n'est pas totale non plus aux soins de Cœur de Loire. Alors, voilà,
Donc, il faut... On est d'accord. Donc, jamais un agent de Cœur de Loire ou de mairie ne va dire à une personne, il y a une plateforme, tu te débrouilles. Jamais. Voilà. C'est tout ce que je voulais préciser. Non. Merci Hicham et puis Marie-France. Y a-t-il d'autres prises de parole sur ce sujet, hein? Non. Donc pour la motion, quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Merci. Donc toutes les délibérations ont été faites, la motion aussi. Y a-t-il des prises de parole?